Chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Storia Voce pour un nouvel épisode de nos grands entretiens. Nous vous le rappelons au début de chacune de nos émissions, l'intégralité de nos contenus est gratuit. Vous pouvez toutefois nous soutenir par un don et en fonction du montant de ce don, vous pourrez bénéficier d'un abonnement de 3 mois, de 6 mois ou d'un an au magazine Histoire et Civilisation. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien affiché dans la description de cet épisode et vous remercie d'avance. Éric Hassler, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes historien, moderniste, maître de conférences à l'Université de Strasbourg. Vous publiez avec Pauline Lemaigre-Gaffier une histoire des cours princières de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, XVIIe-XVIIIe siècle chez Armand Collin. Institution de mise en scène du pouvoir et de sa magnificence, les cours de l'époque moderne ont inspiré les plus grands cinéastes, de Sacha Guitry à Stanley Kubrick, de Bertrand Tavernier à Sofia Coppola, avant de s'imposer comme l'un des grands sujets des séries télévisées d'aujourd'hui. La recherche historique, elle, a longtemps porté un regard plus réticent sur ces mondes de cours, jugés trop liés au champ de la biographie des élites ou de l'histoire politique, des sujets tenus à distance par une école des annales longtemps dominante. Cette histoire des cours princières a aussi souffert d'une légende noire, héritée de la Révolution française, qui voyait en elle le symbole d'un ancien régime honni. Votre livre apporte un démenti à ces préjugés, il s'appuie sur une recherche récente, dynamique et variée, pour proposer une vision renouvelée des sociétés et des systèmes de pouvoir de l'Europe moderne. Une histoire à la fois économique, environnementale, culturelle, sociale et connectée. Éric Hassler, avant d'explorer chacun de ces champs de la recherche historique, qu'est-ce qu'une cour ? Est-ce un lieu de pouvoir organisé autour de la personne du souverain, une administration ? Comment définir ce sujet ? Alors, comme vous l'avez déjà sous-entendu, c'est extrêmement complexe. Bon, on peut définir la cour fondamentalement comme l'entourage du souverain. Une fois qu'on a dit ça, on se retrouve, quand on commence à creuser un petit peu l'histoire de ces cours, qu'on regarde les sources, à une multiplication presque de définitions sociales, spatiales, politiques, avec évidemment en arrière-fond l'État. Et cette question de l'articulation entre la cour et l'État, c'est une question lancinante de l'histoire des cours et de l'histoire de l'État d'ailleurs aussi. Et donc on a affaire à une sorte d'objet en fait qui est multiforme, qui est polysémique, à la fois historiquement parlant et historiographiquement parlant, et qui revêt donc des dimensions extrêmement différentes. Et d'une certaine manière, c'est ces dimensions-là qu'on a voulu explorer successivement et de manière articulée aussi dans le livre. Donc, l'entourage du souverain, mais un entourage à géographie variable, à géométrie variable, à la fois dans l'espace et dans le temps, qui peut aussi bien être concerné qu'un petit nombre de courtisans qui sont tout le temps présents autour du souverain, ce qu'on a appelé une cour virtuelle, c'est-à-dire des gens qui, en fait, ne sont jamais présents, qu'on fait figurer dans des sources, dans des listes, dans des almanachs, des annuaires, en fait, mais qui, en réalité, ne mettent quasiment jamais les pieds à la cour. Mais c'est la cour aussi. Voilà, donc on a affaire ici à une formation sociale, pour reprendre le terme de Norbert Elias, qui est extrêmement plurielle, et c'est ça qui est intéressant et qui est très stimulant pour l'historien. Vous avez cité le nom de Norbert Elias. J'ai évoqué dans l'introduction de cette émission que le sujet des cours avait été abordé avec un petit peu de méfiance par la recherche historique, du moins pas la plus récente. Norbert Elias apparaît à plusieurs reprises dans cet ouvrage. La sociologie de Norbert Elias, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs de Storia Voce, peut-être un petit peu synthétiser les travaux de Norbert Elias relatifs à la cour et la vie de cour ? Alors en fait, Norbert Elias, c'est un sociologue qui a réfléchi sur l'intériorisation des affects et de la violence, avec ce processus de civilisation qu'il a retravaillé à plusieurs reprises. La société de cour, elle intervient assez tôt dans l'œuvre de Norbert Elias parce que c'est son habilitation. Malheureusement, il la soutient, je crois qu'il ne l'a même pas soutenue. Il la termine au début des années 30. Il est obligé de fuir l'Allemagne. Et ce livre, qu'on connaît aujourd'hui comme encore une des références, en librairie, on le voit très présent. Cette société de cour n'est en fait publiée que dans les années 70. Et elle va durablement influencer, presque pour le meilleur et pour le pire, les historiens. Pourquoi ? Parce que d'une part, elle apporte une vision sociale qui est fondamentale pour comprendre justement cette société de cour, mais avec des biais qui sont les biais du sociologue qui écrit un livre à un moment donné
et qui s'approprie des sources historiques qui, je pense notamment aux Mémoires de Saint-Simon, qui constituent une de ses sources principales, qui sont des sources tout à fait intéressantes, mais qui ne se suffisent pas à elles-mêmes, et qui vont, d'une certaine manière, conditionner sa vision de la cour, c'est-à-dire d'une cour qui est régie totalement et uniformément d'en haut, hein, avec cette idée d'absolutisme. Le lien entre la sociologie de Norbert Elias et l'absolutisme a longtemps été assez étroit. Et d'autre part, cette idée d'un polissage de la société qui est un polissage absolu, avec une disparition totale des violences. Or, en réalité, on sait bien que la violence sociale, qu'elle soit symbolique ou réelle à la cour, elle demeure. Et alors, ça n'invalide pas totalement, hein, évidemment, les propositions de Norbert Elias. Au contraire, ça permet de les remettre en perspective. Mais voilà, on est dans une figure qui a été à la fois adulée et reprise par une sorte de vulgate eliasienne qui en a fait son miel et qui a voulu absolument conditionner historiquement ce qu'elle voyait dans les sources à cette lecture, et d'autres historiens qui l'ont condamné de manière parfois un petit peu sévère. Mais voilà, c'est un peu une figure tutélaire d'une certaine manière quand on travaille sur les cours, mais avec l'idée qu'il faut maintenant prendre de la distance par rapport à cette œuvre qui reste une œuvre importante. Dans la rédaction de ce livre, vous avez fait le choix d'une étude historique à l'échelle européenne de l'histoire connectée. Pourquoi ce choix dans votre recherche ? Alors, parce que l'idée, c'était bon, c'est pas le premier ouvrage sur les cours princières, mais c'est le premier ouvrage, en fait, qui veut aborder la question de manière thématique et prendre l'objet dans sa globalité. On a déjà des ouvrages de synthèse qui traitent finalement la cour, l'objet cour par cour. Et nous, en fait, ce qui nous intéressait, c'était de faire sauter ces verrous presque historiographiques nationaux pour essayer de voir comment, finalement, on peut produire une histoire de la cour qui soit une histoire qui dépasse presque des traditions, des modèles. Le terme de modèle est important ici, qui sont à la fois historiographiques, qui ont été construits progressivement, le modèle espagnol, le modèle bourguignon, le modèle versaillais, et qui ont un peu conditionné, comme des exemples, enfin des sortes de paravents, la réalité de la cour. Et donc, en fait, c'est en partant de la pratique, en observant, en reprenant les sources et en essayant d'observer. Alors, évidemment, on n'est pas tous les deux spécialistes de toutes ces cours, hein, mais voilà, on a produit un gros effort de lecture. On a une historiographie qui est assez hétérogène. Hein. Vous avez dit que voilà, on a une production historiographique qui maintenant est de plus en plus dense. Ça dépend beaucoup des pays. Et c'est vrai que la France n'est pas le pays dans lequel la cour, l'objet cour est aujourd'hui, disons, le plus considéré encore par les historiens. Et donc voilà, l'idée c'était d'essayer de reconsidérer à l'échelle européenne ce phénomène en mettant à la fois en valeur les traditions, les divergences, les convergences aussi, dans une dynamique de comparaison et même de connexion, puisqu'en fait, quand on creuse les sources, on se rend compte que, évidemment, ces cours, elles échangent, elles se transmettent un certain nombre de pratiques. On a des courtisans qui circulent, on y reviendra peut-être, et qui, évidemment, constatent les différences, mais dans certains cas, peuvent aussi infléchir des pratiques. Et on a aussi une configuration qui est, disons, propre aussi aux circulations, c'est qu'on a des grosses cours et des petites cours. Ou des cours, disons, moyennes et des petites cours. Et forcément, il y a un petit peu cette idée de vouloir imiter, reprendre ou chercher simplement des solutions dans des cours qui semblent fonctionner. C'est le cas, je prends un exemple, du duc de Lorraine à la fin du XVIIe siècle. Il récupère ses duchés qui a été occupé par le roi de France depuis un moment. Et comme tout prince, il doit avoir une cour. Donc, il rétablit sa cour, il établit sa cour, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas tellement de sources sur le début de son règne, en tout cas en la matière. Et très rapidement, on sait que se pose toute une série de problèmes. Il y a des conflits de préséance, la vieille noblesse ne veut pas servir avec la noblesse plus récente parce qu'il a procédé à beaucoup d'anoblissement, parce qu'il fallait gonfler pour être considéré comme un prince de premier plan, il faut avoir une grosse cour. Donc,
il a gonflé, disons presque artificiellement, ses effectifs. Et donc, il y a toute une série de problèmes qui se posent, de dysfonctionnements qui, évidemment, vont à l'encontre de l'objectif d'une cour, c'est-à-dire d'être le mieux réglé possible pour pouvoir mettre en valeur la figure du prince et exalter sa majesté. Et donc, en fait, on s'aperçoit, parce qu'il l'écrit lui-même, que face à ces difficultés, il va aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est pas, il le dit à un moment donné, il va falloir prendre à la fois du côté viennois, parce qu'il a été éduqué à Vienne, et du côté versaillaise, son épouse est la nièce de Louis XIV. Et l'idée, c'est pas de se placer dans une situation d'affidé, c'est-à-dire de dire, voilà, je me mets en dépendance politique ou en termes d'influence d'une des deux cours, mais simplement de dire, ça marche pas chez moi, comment je peux essayer de faire fonctionner les choses? Et quand on regarde les solutions qu'il essaye de mettre en place, qui sont assez bancales, il faut bien le dire, mais qui permettent, disons, globalement à la cour de fonctionner, on s'aperçoit effectivement qu'on a une sorte de maelstrom entre des pratiques qui sont françaises et des pratiques qui sont viennoises. Et voilà, et c'est ça aussi, cette idée de connexion. C'est ça qu'on a voulu montrer, c'est qu'on est face à des cours qui ne fonctionnent pas forcément sur le long terme de la même manière, avec des inflexions. C'est un petit peu, d'une certaine manière, la rupture dans la continuité. Officiellement, tout se passe comme ça s'est toujours passé, parce que de toute façon, l'homme moderne a une sainte horreur de la nouveauté. Et en même temps, on est obligé sans cesse d'innover, simplement parce qu'on est face à des questions nouvelles, des enjeux nouveaux. Donc on va voir ce qu'on a fait auparavant, mais parfois il faut infléchir. Alors justement, vous avez mentionné ces deux modèles de cour, la cour Habsbourg de Vienne et la cour Bourbon de Versailles. Est-ce que on peut parler de deux modèles à l'échelle européenne, et est-ce qu'il y a des différences sensibles dans la façon d'organiser ces deux cours, Habsbourg et Bourbon? Alors en fait, Bourbon, on pourrait parler plus globalement de la cour de France. C'est vrai qu'on se concentre surtout sur le XVIIe, XVIIIe siècle, mais la cour Bourbon, disons la cour de France, elle s'inscrit dans le temps long, avec une construction institutionnelle qui dépasse la seule dynastie des Bourbons. Alors, d'une certaine manière, oui, dans la mesure où on a des traditions qui sont effectivement différentes, et notamment, je disais tout à l'heure, la cour, on peut la définir comme l'entourage du souverain. C'est des traditions différentes dans l'accès au souverain. L'accès au souverain est traditionnellement beaucoup plus simple en France. D'ailleurs, les ambassadeurs vénitiens, lorsqu'ils arrivent à la cour de France au début du XVIe siècle, s'offusquent de voir des courtisans taper sur l'épaule de François Ier. Ils disent, on ne voit pas où est le roi. Et alors, progressivement, au cours du XVIe et du XVIIe siècle, certaines réformes tendent à essayer de restreindre cet accès au souverain, sans doute d'ailleurs sous l'influence de ce qui se passe à Madrid et à Vienne. Je vais y revenir tout de suite. Et du coup, on a une sorte au XVIIe siècle et XVIIIe ensuite, de sorte de présentation en abîme, c'est-à-dire que la cour de France est une cour où on voit le roi, mais en même temps, on ne peut quand même pas si facilement l'atteindre. C'est un peu l'image de cette chambre à Versailles, mais on a d'autres chambres royales dans d'autres résidences princières qui sont aménagées de la même manière, où on a le lit, l'espace pour les courtisans et cette balustrade qui sépare, comme un théâtre. Du côté Habsbourg, en réalité, plus que seulement viennois, parce qu'on a une culture un peu commune à Vienne et à Madrid. Madrid au moins jusqu'à la fin du XVIIe siècle, puisqu'après les Habsbourg de Madrid, d'Espagne s'éteignent. C'est au contraire une culture de l'occultation. On ne voit que très très peu le souverain. Il est présent, mais sans être là. Sans être là, alors physiquement, dans certains cas, ou même pas. C'est-à-dire qu'on a des cérémonies lors desquelles le souverain est simplement représenté par un portrait. Dans d'autres cas, il est là, mais il peut être occulté. Je prends un exemple. À l'Alcazar, donc qui est le palais royal de Madrid, dans la chapelle, il y a une sorte de niche qui est aménagée entre l'autel et la nef, où se situe le souverain, et on tire un rideau. Et donc, en fait, les fidèles, donc essentiellement la cour, sait que le souverain est là, mais ne le voit pas. Un peu sur le modèle du tabernacle dans une église. Et donc, on a là une sorte d'occultation, qui est une occultation aussi rituelle, puisque, par exemple, il n'y a pas de lever, il n'y a pas de coucher. Contrairement au roi de France qui s'affiche, ça n'est pas le cas à Vienne ou à Madrid. On ne peut même pas accéder à la chambre qui est strictement privée. Voilà. Et donc, on a deux régimes. On a aussi un système d'accessibilité qui est beaucoup plus filtré. Une suite d'antichambres, on y reviendra peut-être dans les palais
dans les résidences des Habsbourg qui filtrent progressivement les individus en fonction de leur statut. Donc voilà, on a là deux modalités, disons, d'accès au souverain qui sont pensées de manière fondamentalement différente, mais on se rend compte qu'au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle, progressivement, on a une homogénéisation, disons une convergence des pratiques. Donc on a effectivement alors j'aime pas tellement le terme de modèle, mais partons du principe qu'il s'agit de deux modèles, mais qui progressivement ont tendance, par ces contagions, parce qu'à Versailles, on va prendre un petit peu de ce qui se passe à Madrid, à Vienne, on va prendre un peu de ce qui se passe à Versailles, et donc ces contagions vont progressivement avoir tendance à homogénéiser dans une certaine mesure, c'est pas total évidemment, mais c'est pratique. Alors quand on pense à la cour, aux cours princières, on pense au cadre de l'expression d'un pouvoir absolu du monarque. À vous lire, vous décrivez davantage un lieu d'échange et de compromis politique. Pouvons-nous aller jusqu'à parler des cours princières comme le laboratoire d'une modernité politique ? Alors là aussi, modernité, c'est complexe parce que ça implique une vision qui est téléologique. Je pense en tout cas, ce qui me paraît assez évident, c'est qu'on est dans un lieu d'échange. Alors évidemment, extrêmement cadré. Il y a une hiérarchie qui est très stricte, qu'il faut respecter. Il y a des codifications. Mais on est effectivement dans une sorte de laboratoire qui, comme je vous disais tout à l'heure, dans la continuité, tente d'inventer des choses qui sont des pratiques nouvelles ou relativement nouvelles. Mais on reste quand même dans un cadre qui est assez, à mon sens, qui est assez contraignant. On a des modes, on a disons des pratiques qui se développent. Politiquement parlant, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de modernité politique. Je pense que la modernité politique, elle est quand même à le chercher ailleurs à cette période-là. Oui. Je faisais plutôt référence à l'idée, évidemment, le terme de parti serait un anachronisme, mais que la cour est tout de même un lieu d'expression de groupes d'influence qui poussent des politiques différentes autour du monarque. Oui, effectivement, on est dans un espace du politique, très clairement, même si l'État, progressivement, en tant qu'institution, se dissocie de la cour en tant qu'institution, les perméabilités restent grandes. Et c'est la même personne qui gouverne, ou du moins qui règne. Ça dépend aussi, le charisme du prince joue un rôle important, et qui est à la tête de la cour. Donc là, effectivement, oui, on est dans un espace du politique, et cet espace du politique, c'est une arène, dans la mesure où, pour des raisons qui articulent à la fois des intérêts qui peuvent être des intérêts politiques et des intérêts personnels, les courtisans vont avoir tendance à se fractionner. Alors en partie peut-être pas, mais en tout cas en faction ou en groupe, avec des transfuges, ça n'a rien de nouveau non plus, des individus qui vont passer d'un groupe à un autre. Alors on a parfois des phénomènes qui sont quasiment institutionnalisés, je pense à l'Angleterre, où progressivement va se développer une sorte de doublement de la cour entre, alors je précise quand même à quelle période chronologique, donc au XVIIIe siècle, au moment des Hanovres, où quasiment systématiquement, de manière institutionnalisée, le fils, le prince de Galles, va prendre le contre-pied politique de son père, et on se trouve avec ce qu'on a appelé aussi dans d'autres cours, une cour ancienne et une cour neuve, avec d'une part une vision, alors qui n'est pas forcément la plus conservatrice, qui émane du père, avec la cour royale, et puis une vision alternative qui va émaner du fils, avec un certain nombre qui structure autour de lui un certain nombre de courtisans, et ça peut passer jusqu'à des vêtements qui vont mettre en avant telle ou telle position politique. Je pense par exemple au moment de la guerre d'indépendance américaine. Donc là, effectivement, oui, il y a un dialogue politique qui peut s'instaurer, mais qui n'est pas propre, à mon sens, au milieu curial. D'abord parce que la cour, elle est, dans l'énorme majorité des cas, inscrite en ville, et qu'il y a une très grande perméabilité entre la cour et la ville. Et d'autre part parce que il y a aussi cette perméabilité avec l'État, et qu'en fonction des monarchies dans lesquelles on se trouve, on peut avoir, c'est le cas en Angleterre avec un parlement, on peut avoir là aussi des perméabilités entre la cour, la ville et le parlement, qui favorisent la multiplication des espaces de discussion politique. Alors, si la cour est
bien entendu un lieu où se retrouvent des privilégiés, des nobles, que ce soit de la grande noblesse ou de la petite noblesse. À vous lire, on voit aussi vivre, travailler tout un microcosme de la société d'Ancien Régime. Alors, que nous apprend l'étude des cours, justement, sur ces sociétés de l'époque moderne? Ce qui est intéressant dans les cours, c'est qu'on a affaire à des sociétés qui sont extrêmement bien documentées. Il y a malheureusement forcément des lacunes, et souvent l'historien, quand il veut chercher quelque chose, tombe comme par hasard sur un os. Mais disons qu'on a des sociétés qui sont extrêmement bien documentées, et ces sociétés de cours, elles regroupent effectivement, dans une certaine mesure, quasiment tout l'éventail ou toute l'échelle sociale, du ministre jusqu'au palefrenier, et tous sont inscrits dans une sorte de synergie dont l'objectif est la grandeur du prince. Et le palefrenier, à son échelle, il a un rôle qui est important à son échelle, évidemment, aussi important d'une certaine manière que le ministre. Donc ça nous permet de voir un peu comment fonctionnent ces sociétés de cours. On a des sources, je pense, c'était par exemple tout à l'heure les almanachs, qui sont des annuaires qui recensent. Alors, ils sont très exhaustifs à Vienne, ils sont beaucoup moins exhaustifs ailleurs, et progressivement, on a une multiplication de ces publications, d'abord dans l'espace germanique, puis ensuite ailleurs, et d'ailleurs c'est encore très très mal connu, en Italie ou en Espagne, nous montre finalement comment cette micro-société, alors c'est quand même plusieurs milliers de personnes, s'organise spatialement. On sait où ils habitent, dans le palais, hors du palais. On a des sources de police, par exemple, aussi, qui permettent de savoir comment se comportent les uns par rapport aux autres. Voilà, on a des indications qui nous permettent d'une certaine manière, à travers les cours, de comprendre un petit peu la société. Mais c'est quand même une société qui est une société qui vit en tension, disons, entre un vase clos, et puisqu'ils sont quand même, pour l'essentiel, ils œuvrent au palais, et d'une certaine manière aussi avec des perméabilités vers l'extérieur. J'ai appris dans les manuels scolaires, à l'époque où j'étais lycéen ou étudiant, que ce qui caractérisait la cour médiévale était son côté mobile, et que l'époque moderne voit la fixité de la cour qui commence à s'installer, avec l'exemple le plus connu qui est celui de Versailles. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors non, en réalité, la cour est toujours mobile, mais du fait de son ampleur, du fait du coût de plus en plus important des déplacements, et aussi d'une inflexion de la culture politique qui fait que c'est moins le prince qui va voir les sujets que les sujets qui viennent voir le prince, on assiste effectivement à une sédentarisation de la cour. Sédentarisation essentiellement dans les grandes villes, où on construit, où on complète, on y reviendra peut-être, des demeures très importantes, mais une sédentarisation relative parce qu'elle reste soumise à des contraintes qui obligent la cour épisodiquement à bouger. Et la cour se meut jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Vous preniez l'exemple de Versailles. Si on prend le cas versaillais, la cour continue à se mouvoir à Compiègne, à Fontainebleau. Le roi, je pense notamment à Louis XV, qui fait construire toute une série de petites résidences dans le sud de l'Île-de-France, se déplace assez fréquemment. On a ponctuellement des déplacements plus importants. Alors, ils sont rares, mais Louis XIV va encore au début de son règne. Alors, certes, ce n'est pas encore la période de Versailles, mais à la guerre. Louis XV aussi ponctuellement. Louis XVI va encore réaliser quelques déplacements. Ils sont peu nombreux. Mais voilà, la cour se déplace, mais dans un environnement qui est un environnement beaucoup plus réduit qu'un historien médiéviste, Boris Bov, a qualifié de région-résidence, à l'intérieur de laquelle les mobilités restent très importantes. Par exemple, la cour de France, lorsqu'elle quitte Versailles à l'été, passe plusieurs semaines à Compiègne, plusieurs semaines à Fontainebleau. On dit parfois, certaines sources ont tendance à dire que le séjour de Fontainebleau est presque plus fastueux que celui de Versailles. Voilà, donc ces cours, elles continuent à bouger. Et alors, pourquoi est-ce qu'elles bougent ? Parce que, d'une part, il y a des contraintes tout à fait matérielles. C'est les travaux. Alors, certes, on sait que Louis XIV a vécu à Versailles
jusqu'à la fin de son règne dans les travaux, la poussière, les gravats, le bruit. Et beaucoup de courtisans s'en plaignaient. Mais il faut parfois, il y a besoin de nettoyer les résidences royales. Donc ça peut être des arguments tout à fait, entre guillemets, sommaires. Ça peut aussi être de l'ordre de la proximité de la forêt, le fait qu'on ne peut pas tout le temps solliciter les forêts autour de Versailles, puisque évidemment la cour chasse beaucoup. Donc on se déplace à Compiègne, on se déplace à Fontainebleau, ce qui permet d'éviter, de favoriser un renouvellement du gibier. Ça permet aussi d'éviter, même si on est à proximité de Paris, d'exercer une pression trop forte sur l'écosystème économique local, parce qu'il faut nourrir plusieurs milliers de personnes. Voilà, ça peut être toute une série de choses qui vont expliquer que même si on a une sédentarisation progressive, cet ADN nomade demeure à la cour. Et alors, c'est pas uniquement, parce qu'on a pris l'exemple de la France, c'est pas uniquement la France, c'est un exemple, c'est une constatation qu'on peut trouver à l'échelle européenne. Et d'une certaine manière, le cas français est un peu le cas versaillais, disons, est un peu une exception, parce que dans l'énorme majorité des cas, les cours restent en ville, elles continuent à demeurer en ville, et donc, Berlin, par exemple, le roi de Prusse va faire construire des résidences à Potsdam, donc à proximité. Le roi de Naples, qui continue à résider à Naples, va faire construire cette énorme caserne qui est Caserte, où il peut se déplacer également. C'est le cas à Munich, par exemple, ou à Turin, avec la multiplication des résidences autour de la ville, mais la ville reste la capitale, d'une certaine manière, reste l'espace de la cour. Or, à Versailles, on a ce choix, qui est d'abord le choix d'un roi et qui va finalement devenir le choix d'une dynastie, de transposer la cour, de déplacer la cour de la ville, Paris, la capitale, vers Versailles. Et donc, on a pendant très longtemps vu dans cette espèce de déplacement de la cour à l'extérieur de la ville une sorte de modèle. En fait, c'est une exception. Mais ce n'est pas parce que la cour se déplace de Paris à Versailles que pour autant elle se fixe totalement. Il y a même des cas où l'arrivée d'une cour impose la création d'une ville ex nihilo, je pense au Carus. Alors effectivement, on en a un certain nombre, le Versailles aussi, ce sont effectivement des villes nouvelles qui vont être créées parce que le souverain a besoin de se déplacer. Dans le cas de Versailles, il y a quand même des questions de place. On sait aussi que Louis XIV vivait quand même assez mal la proximité avec la ville. Il ne faut pas oublier que le Louvre est entouré, cerné par des maisons alors qui sont, je crois, la propriété de l'archevêque de Paris, ce qui complexifie encore l'expropriation. Et donc, il faut imaginer, par exemple, que la colonnade du Louvre est cernée par des échoppes, des maisons. Et donc, Louis XIV, entre autres choses, supporte mal cette proximité. Il y a évidemment l'héritage de la Fronde et veut se déplacer. Et on a effectivement plusieurs villes neuves qui sont construites. Je pense notamment à Karlsruhe, qui est peut-être l'exemple le plus exceptionnel dans le sens où c'est une ville qui est aménagée en cercle autour du château avec donc des allées radiales. Le plan existe d'ailleurs toujours, on peut toujours le voir. Quand on visite la ville, il est toujours, on le ressent toujours. Et donc effectivement, c'est cette volonté, dans certains cas, de sortir pour une raison ou pour une autre, la résidence et la cour de la ville, et de l'installer, alors soit finalement dans une autre ville, parce que ces villes neuves, ce sont des villes en tant que telles. Un palais ne peut pas fonctionner, une résidence princière de cette ampleur ne peut pas fonctionner sans une ville autour. Mais une ville qui va magnifier, qui va constituer une sorte d'écrin pour ce palais, avec évidemment des efforts architecturaux, et on trouve Saint-Pétersbourg en est une, Versailles en est une, la Venaria Real et à côté de Turin en est une, Karlsruhe, à Randouest, on pourrait multiplier les exemples. Alors, parler du palais princier, d'un point de vue français, est peut-être un petit peu chauvin. On a tendance à présenter Versailles comme un modèle qui a été imité à l'échelle de toute l'Europe. Je pense que dans vos recherches montrent que cette idée doit être un petit peu relativisée. Oui, d'abord parce que Versailles, c'est un palais qui est finalement construit progressivement et relativement tard, à l'échelle de l'histoire des résidences princières. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on a
au début du XVIe siècle, la volonté, progressivement, avec les héritages italiens, de construire, de monumentaliser les résidences. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, c'est difficile de construire une nouvelle résidence. Donc, qu'est-ce que vont faire les princes? Ils vont avoir tendance à reconstruire et surtout agglomérer des bâtiments. Et si on regarde le paysage palatial européen disons même à l'époque moderne, la plupart des grandes résidences princières sont des résidences qui sont profondément composites, qui associent des corps de bâtiments qui présentent effectivement une grande monumentalité avec des corps de bâtiments parfois de l'époque médiévale qu'on essaye alors soit de masquer, soit même pas, parce que dans certains cas, on les assume pleinement parce que cela participe de l'histoire de la dynastie et que cela permet de montrer que la dynastie est très ancienne. Et donc, on se retrouve avec ces bâtiments qui sont souvent, ces résidences sont extrêmement composites. Alors, malgré tout, oui, il y a cette volonté d'essayer de moderniser, de monumentaliser l'architecture. Alors, est-ce que Versailles est un modèle? Sans doute pas, parce que Versailles s'inscrit dans ce panorama des grandes résidences européennes. Le château constitue peut-être un modèle dans le sens où il présente a priori une certaine homogénéité, au moins du côté des jardins, et une monumentalité qui vont être, dans une certaine mesure, imitées. Je pense par exemple à toutes les résidences princières qui sont construites en Allemagne, et Frédéric II, en se moquant des petits princes du Saint-Empire, disait que, en gros, chaque petit prince voulait avoir son armée, sa favorite, et son Versailles. Bon, sans en avoir évidemment les moyens, donc c'était une sorte de Versailles du pauvre. Donc, mais il n'en demeure pas moins qu'on a effectivement le développement d'une sorte d'architecture palatiale extrêmement grandiloquente à travers toute l'Europe et qui associe évidemment, on pense à l'extérieur, mais c'est aussi l'intérieur, la distribution des appartements, alors selon des modes qui peuvent être différents, la mise en place d'un décorum, je pense notamment à ces grandes galeries. Alors là aussi, Versailles n'a rien inventé, il y a des galeries avant la Galerie des Glaces, mais cette volonté de multiplier tous les éléments d'une certaine manière, tous les marqueurs extérieurs de richesse, le marbre, le miroir, les cristaux, etc., dans une sorte de symphonie qui fonctionne plus ou moins bien, mais qui dans tous les cas dit la monarchie, la grandeur et la majesté royale. C'est quelque chose, c'est un discours qu'on va retrouver de manière relativement homogénéisée à l'échelle européenne. On connaît les conseils de Louis XIV sur son lit de mort à destination du futur Louis XV, qui lui conseille de ne pas l'imiter dans le goût qu'il avait eu pour les palais et pour les guerres. Peut-on mesurer le poids financier du système de cour dans les budgets des États de l'époque moderne ? Alors, c'est une question qui est difficile, comme toutes les questions qui touchent les chiffres pour l'époque moderne, parce qu'évidemment, ça dépend de la circonscription qu'on fait de la cour. Est-ce on considère uniquement la maison princière, c'est-à-dire l'ensemble des serviteurs qui servent au quotidien le souverain? Est-ce qu'on considère, alors forcément, les écuries, les autres services, la cuisine, etc. Mais est-ce qu'on considère aussi la maison militaire? Est-ce qu'on considère la chapelle? Enfin voilà, il y a toute une série d'extensions de la cour qui peuvent rendre beaucoup moins lisible finalement non seulement l'élaboration de chiffres, et pire encore les comparaisons, parce que souvent l'objectif c'est aussi d'essayer de comparer les cours les unes avec les autres. Si on prend le cas français, on sait grosso modo que les dépenses de la cour au XVIIe siècle représentent à peu près 30% des dépenses de l'État. Au XVIIIe siècle, on tombe à 15%. Alors, c'est pas parce qu'il y a eu des réformes qui font que, même s'il y en a eu effectivement, mais qui font que on dépense moins. C'est simplement que par ailleurs, le budget de l'État a explosé du fait de la dette, du fait qui contractaient parce que on dépense globalement de plus en plus, et du fait surtout de la guerre, et notamment de la dimension navale désormais mondiale des guerres qui sont menées par le roi de France. C'est la guerre de 7 ans et notamment la guerre d'indépendance américaine, qui font que on a l'impression finalement que la cour qu'on ne constitue plus qu'une dépense sinon marginale, du moins beaucoup moins importante. Mais dans la réalité, le gonflement des chiffres est tel que
les dépenses de la cour ont tendance à augmenter. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a une augmentation linéaire, puisqu'on a ponctuellement des réformes qui sont opérées, qui visent à essayer de réduire le nombre de domestiques, le nombre d'officiers curiaux, pour les ramener, alors dans certains cas, à un niveau raisonnable et en fait à une réalité, parce que ce qu'on observe souvent, c'est que dans les cas de difficulté, on voit par exemple en France pendant les régences, on a une augmentation soudaine du nombre de serviteurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut affiner les gens. On est dans... Le pouvoir royal est dans une situation difficile et donc la cour, c'est un instrument de pouvoir, c'est un instrument de fidélisation et donc on distribue des charges. Alors dans certains cas, ce ne sont que des charges fictives qui sont rémunérées ou pas. D'ailleurs, dans d'autres cas, on va multiplier effectivement les officiers de manière parfois très déraisonnable et on se retrouve avec 30, 40, 50, 60 personnes pour accomplir une seule tâche. Et lorsqu'on arrive dans des périodes dans lesquelles, disons, le pouvoir royal peut s'affirmer de nouveau, on a assez fréquemment des réformes qui consistent à ramener, disons, les effectifs à des niveaux qui sont des niveaux praticables. Et de ce fait, on n'a pas d'augmentation. Il ne faut pas voir dans la cour une sorte d'ogre comme ça qui se nourrirait de plus en plus de l'argent de l'État. On n'a pas une augmentation linéaire. On a une augmentation des dépenses, une évolution des dépenses qui est extrêmement saccadée. Vous avez parlé tout au long de notre entretien de la circulation entre cours, dans le cadre d'une histoire connectée, la circulation des individus de cour à cour. Les individus qui circulent énormément de cour à cour, ce sont les artistes. Est-ce que ce mouvement de circulation des artistes aboutit à la fin à une forme d'uniformisation d'un art de cour européen ? Alors, je pense qu'effectivement, on l'a vu un peu dans le cas des palais, on l'a vu dans le cas du cérémonial, on va progressivement vers une sorte de discours curial commun, qui est lié à la circulation des artistes, mais aussi beaucoup la circulation des courtisans. Pas oublier que les courtisans, les nobles, notamment au XVIIIe siècle, ont pris l'habitude de faire un tour d'Europe. Les courtisans qui sont amenés progressivement les nobles qui sont amenés progressivement à devenir diplomates, dans leur formation, ont aussi tendance à circuler beaucoup d'une cour à une autre. Il faut se faire des réseaux, et puis il faut voir un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, il y a des circulations qui sont assez intenses au sein des cours et entre les cours, à la fois des circulations de nobiliaires et dans certains cas des circulations artistiques qui vont avoir tendance à favoriser effectivement, si ce n'est une homogénéisation, en tout cas une convergence des pratiques, des représentations. Ça se voit par exemple dans les portraits, où on assiste progressivement à une homogénéisation sauf en France, de la posture des souverains, puisqu'ils sont au XVIIIe siècle. On peut voir aussi bien Catherine II que Marie-Thérèse, que Georges III d'Angleterre, par exemple, qui optent pour des postures qui sont assez similaires, alors que si on regarde au siècle précédent, les portraits des Habsbourg d'Espagne n'ont pas grand-chose à voir avec les portraits des Bourbons. Donc, effectivement, on a des éléments de convergence, disons, de pratiques curiales qui laissent à penser que progressivement, on aurait une homogénéisation, c'est peut-être un peu fort, mais disons en tout cas, un discours curial de plus en plus commun. Mais évidemment, ça dépend des focales que l'on observe, que l'on utilise. Et puis, on a par ailleurs encore si on prend la cour de Russie, on a encore des pratiques qui sont pour certaines très différentes de ce que l'on peut voir dans les cours espagnoles, par exemple. Vous consacrez un chapitre de votre livre à l'histoire environnementale des cours, cet environnement, cette nature qui est souvent présentée comme se pliant à la volonté de puissance du souverain. Est-ce que cela relève de la propagande ou est-ce vraiment le cas ? Alors, comme les intérieurs des palais, disons, renvoient de la monarchie, une sorte, quelle qu'elle soit d'ailleurs, une sorte de faste qui est un faste théâtral. Je pense que dans le cas de ces jardins, que ce soit à Versailles ou ailleurs, puisque là aussi on a une sorte d'homogénéité, alors qui là est vraiment due à la circulation des jardiniers français qui font carrière dans toute l'Europe.
avec ses parterres au cordeau, ses fontaines, avec des jeux d'eau qui sont plus ou moins compliqués, ces arbres taillés avec des formes plus ou moins extravagantes. On a un miroir déformant. C'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit oui, effectivement, il y a une maîtrise totale de la nature, on a réussi à niveler, on met en valeur les terrasses, on met en valeur la résidence princière, et cette nature, elle est totalement maîtrisée. En réalité, il n'en est rien. D'abord parce que ces travaux sont des travaux qui sont souvent très compliqués et que on sait que les jardiniers ont parfois du mal à finalement mettre en œuvre ce qu'ils souhaitaient. On peut prendre le cas de Versailles, là encore. Quand on va à Versailles, on voit ces jets d'eau, tout est somptueux. Il ne faut pas oublier que le nôtre et Louis XIV ont eu un mal fou à penser l'approvisionnement en eau de Versailles, à tel point qu'il était impossible de faire jouer toutes les fontaines en même temps. Donc c'est bien déjà une limite, c'est-à-dire que là déjà, Louis XIV, il n'arrive pas à contraindre la nature. Et donc on est obligé de demander à des jardiniers, par un système de sifflet, d'indiquer quand le roi et sa suite arrivent pour pouvoir lancer la fontaine, parce qu'on n'a pas suffisamment d'eau pour la faire fonctionner en même temps que les 3 fontaines que le souverain a vues auparavant. Et alors, on est là dans un cadre versaillais qui est assez exceptionnel, même si on a d'autres jardins en Europe qui présentent une ampleur assez comparable. Mais c'est le cas aussi dans une série d'autres c'est-à-dire domaine, secteur de la nature. C'est-à-dire que, par exemple, parler du gibier tout à l'heure, on a assez fréquemment des difficultés de gibier, on en a trop, on n'en a pas assez. C'est difficile d'arriver à maîtriser donc cette masse animale qui est pourtant fondamentale à la fois pour nourrir la cour et aussi pour la divertir à travers la chasse. Mais c'est le cas aussi avec la domestication des animaux. Que ce soit les animaux domestiques, par exemple au XVIIe, on a encore dans les intérieurs assez fréquemment des singes, des volatiles en tout genre, mais avec l'aménagement d'un décorum, d'un mobilier qui est de plus en plus précieux, et ces animaux qu'on n'arrive pas à domestiquer complètement, on est obligé à un moment donné de les évacuer, de les sortir, parce qu'il y a une incompatibilité entre ce décorum qu'on est en train de développer et cette espèce de ménagerie intérieure qu'on a dans les appartements. Ils font qu'on est obligé de déplacer ces animaux dans des ménageries. Et dans les ménageries, c'est pareil. On a là aussi des problèmes de domestication. Je pense par exemple à ces crocodiles que Louis XIV voulait absolument un crocodile. On lui procure à plusieurs reprises des crocodiles. En tout cas, on a au moins un exemple de crocodile qui va mourir de dépression. A priori, on pense plutôt au crocodile féroce. Mais là, crocodile à Versailles meurt de dépression. On a toute une série d'autres espèces d'animaux qui meurent parce qu'elles ne sont pas du tout habituées et acclimatées à une météo versaillaise qui est loin d'être très favorable. Donc, cette maîtrise de la nature, on s'aperçoit que elle est tout à fait relative. Et finalement, si la nature habite la cour, d'une certaine manière, elle la contraint encore. Éric Hassler, quel héritage des cours modernes dans la représentation et les pratiques du pouvoir contemporain ? Alors, il faut bien recontextualiser les choses. La cour de l'époque moderne participe du paysage politique. C'est même un outil, un instrument politique indispensable. Et on ne peut pas imaginer un prince sans cour. Aujourd'hui, quand on parle de cour, c'est pour dénoncer d'une certaine manière des dérives politiques, un entre-soi, disons, une monarchisation des institutions démocratiques. Donc, on est, dans un rapport qui est un rapport aujourd'hui très compliqué à la Cour et qui n'est pas totalement étranger non plus, d'ailleurs, à ce que vous aviez souligné au début de cet entretien, c'est-à-dire cette défiance des historiens, encore aujourd'hui, dans une certaine mesure, même si ça s'est un peu atténué, et on essaye avec ce livre de favoriser, disons, un intérêt croissant et renouvelé pour les cours. Mais voilà, on est encore... Il y a une certaine suspicion, qui est une suspicion qui est liée à des discours, qui correspondent à des pratiques ou stigmatisent des pratiques politiques aujourd'hui, qui donnent l'impression, finalement, de reproduire tout ce qui est condamnable, d'une certaine manière, dans la cour, dans le système de courtisans.
Alors en même temps, ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'a pas implicitement ou explicitement des reliques ou des restes ou des prolongations de la cour. On peut penser évidemment à tout ce qui entoure le cérémonial politique aujourd'hui, les grandes cérémonies qui font société d'une certaine manière et qui ont cette volonté d'incarner ou de donner, d'exalter un pouvoir, mais cette fois-ci, en tout cas en France, républicain. On en a encore eu un exemple assez récemment avec la panthéonisation de Robert Badinter. On est dans un faste républicain, mais qui est censé incarner d'une certaine manière l'État. Et puis on a évidemment dans des pays voisins encore des monarchies qui subsistent et dont il faut bien constater qu'elles continuent à fasciner le public, y compris le public français. Je pense à la monarchie britannique évidemment, que l'on soit dans les petites histoires des Windsor ou que l'on soit plus globalement dans le faste qui a été déployé, par exemple, pour les cérémonies d'intronisation, enfin de couronnement, puisqu'il s'agissait d'un couronnement au plein sens du terme, de Charles III, ou récemment de l'intronisation du grand-duc de Luxembourg. Voilà, on a des cérémonies qui sont des cérémonies monarchiques qui rassemblent toute une série de têtes couronnées et qui d'une certaine manière, montrent les prolongations de ces systèmes curiaux encore aujourd'hui et la fascination qu'ils peuvent exercer. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, dans une certaine mesure aussi, la dimension économique. Vous achetez des chocolats à Bruxelles, peut-être que ces chocolats vont être estampillés fournisseurs de la cour de Belgique. Vous achetez du thé, vous adresserez peut-être aux fournisseurs de la cour d'Angleterre. Donc, bon, ça paraît tout à fait anecdotique, mais finalement, on est tout à fait dans la poursuite, la prolongation du fonctionnement économique de ces cours, puisque les cours de l'époque moderne, ce sont des cours qui ont besoin de fournisseurs et qui estampaillaient déjà à l'époque un certain nombre d'artisans de cette estampille de fournisseurs de la cour. Éric Esler, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que votre livre co-rédigé avec Pauline Lemaigre-Gaffier, Une histoire des cours princières de Lisbonne à Saint-Pétersbourg, 17e, 18e siècle, est publié chez Armand Collin. Et merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Storia Voce sur votre plateforme d'écoute favorite. À très bientôt pour une nouvelle édition des Grands Entretiens.